Bonjour et aujourd'hui un petit peu de lecture avec le premier chapitre de l'adaptation française du premier épisode de Doctor Who appelé sobrement Doctor Who entre en scène. Chapitre premier. Une jeune fille pas comme les autres. Une nuit brumeuse d'hiver dans un quartier désolé de Londres. La petite rue était déserte et silencieuse. Une haute silhouette émergea du brouillard, celle d'un policeman coiffé de son casque réglementaire en train de faire sa ronde. Il avança le long de la ruelle, vérifiant que les portes des magasins étaient bien fermées, et arriva à l'extrémité de la voie, qui s'achevait sur un grand mur. Il y avait plusieurs portes taillées dans ce mur, dont l'une, la plus petite, permettait de passer derrière. Le policeman éclaira les portes de sa lampe torche, laissant le rayon de celle-ci s'attarder un instant sur une pancarte. I.M. Foreman, chiffon, ferraille. Il y avait un autre écriteau sous le premier, couvert celui-ci de lettres fraîchement peintes. Propriété privée, défense d'entrée. Le policeman essayait d'ouvrir la porte et elle céda sous la poussée de sa main. Il avança la tête, éclairant la petite cour de sa lampe torche. Aucun intrus. Rien qu'un incroyable mélange d'objets brisés, de vieilles armoires, de meubles épars, de moteurs à moitié démontés, de statues de marbre mutilées. Il dirigea le rayon de sa lampe vers une forme bleue et carrée dans un coin de la cour, et découvrit avec stupéfaction la silhouette familière d'une cabine téléphonique de police-secours. À cette époque, ce type de cabine était encore courant dans les rues de Londres. À l'intérieur se trouvait un poste téléphonique que les policiers, ou même les simples citoyens, pouvaient utiliser pour appeler à l'aide en cas d'urgence. Drôle d'endroit pour placer une cabine téléphonique, pensa le policeman. Peut-être que celle-ci était cassée, qu'on l'avait vendue au chiffonnier. Le bruit courait que ces cabines bleues finiraient un jour par disparaître et que tous les policemen seraient munis d'un talkie-walkie personnel. C'est pas demain la veille, pensa le policeman. Pourtant, le chiffonnier avait bien dû acheter cette cabine à quelqu'un. Il était peu probable qu'il l'ait volée pour l'entreposer dans cette cour. Le policeman sourit en imaginant la tête que ferait le sergent de garde s'il allait voir pour lui demander si on n'avait pas signalé la disparition d'une cabine téléphonique. Il tendit l'oreille l'espace d'un instant, ayant cru percevoir une sorte de bourdonnement. Sans doute un générateur électrique situé à proximité. Le bourdonnement était très faible. Il reprit sa ronde après avoir refermé la porte derrière lui, pensant à la tasse de thé bouillant et au sandwich aux saucisses qui l'attendaient au poste. Le verrou de la petite porte devait être défectueux. Elle s'ouvrit de nouveau quand le policeman se fut éloigné. La nuit suivante, le policeman rendit de nouveau visite à la cour du chiffonnier, mais la cabine téléphonique avait disparu. Il apprit plus tard que le vieil homme un peu bizarre qui avait racheté la cour avait disparu lui aussi, ainsi que sa petite fille qui allait à l'école toute proche. 2 des professeurs de cette école avaient disparu également. Durant toute l'agitation qui en résulta, le policeman oublia complètement la cabine téléphonique. Il finit même par être persuadé qu'il avait imaginé son existence. Et même si ce n'était pas le cas, cela n'avait sûrement rien à voir avec ces disparitions. Après tout, on ne pouvait pas faire entrer 4 personnes dans une cabine téléphonique, n'est-ce pas ? L'après-midi qui suivit la première visite du policeman, tout était normal à l'école de Coal Hill. La longue journée de cours finit par s'achever, et la clameur tant attendue de la cloche résonna dans les couloirs au sol de pierre. Barbara Wright prit une décision au moment où ses élèves se dirigeaient en bavardant vers la porte après son cours d'histoire. « Suzanne, dit-elle. » Une jeune fille s'immobilisa près de la porte. Elle était fort grande pour son âge, et ses courts cheveux noirs encadraient un visage d'elfe. « Oui, Miss Wright ? Attendez ici un instant, je vais aller chercher le livre que je vous ai promis. Je n'en ai pas pour longtemps. » Oui, Miss Wright, dit Susan Foreman en allant se rasseoir à sa place. Puis-je écouter la radio en vous attendant ? Si elle n'est pas trop fort. Barbara Wright sortit de la salle de classe et avança le long du couloir. En l'apercevant, un groupe d'enfants agités se calma instinctivement et adopta une allure plus raisonnable. Tout le monde savait que Miss Wright ne supportait pas les élèves dissipés. Quelqu'un avait même prétendu, assez méchamment, que Barbara Wright était la maîtresse d'école typique. Elle était brune et mince, toujours impeccablement vêtue, avec un visage qui aurait été plus joli s'il n'avait pas été figé dans une moue réprobatrice. Il y avait cependant une part de vérité dans cette remarque peu charitable. Barbara Wright avait beaucoup de qualités, mais elle était profondément convaincue qu'elle seule savait ce qui était bien. Non seulement pour elle-même, mais aussi pour tous les autres. Son caractère voulait qu'elle soit responsable. Elle entra dans la salle des professeurs déjà vide. La plupart de ses collègues étaient encore plus promptes que les élèves à quitter l'établissement. Prit un épais volume sur une étagère et se dirigea vers sa salle.
Arrivée à mi-chemin, elle fit halte près d'une porte sur laquelle était écrit « Laboratoire », hésita un instant, puis entra. Comme elle l'avait espéré, Ian Chesterton était encore là, affairé à sa table, sans doute en train de nettoyer les lieux après une expérience. C'était un jeune homme au visage franc et ouvert, vêtu d'un blouson de flanelle comme la plupart des professeurs, et dont le caractère était tout à l'opposé de celui de Barbara Wright. Ian Chesterton prenait la vie comme elle venait, accomplissant sa tâche avec décontraction et efficacité, et refusant de se laisser inquiéter par quoi que ce soit. En dépit de leurs différences, les deux professeurs étaient de bons amis, sans doute parce que Ian Chesterton était une des rares personnes à percevoir la tendresse qui se dissimulait derrière l'extérieur revêche de Barbara Wright. Il était certainement le seul à oser la taquiner. Il leva la tête en la voyant approcher. « Oh, bonsoir, Barbara. Pas encore partie ?»« De toute évidence, non. »« Moi et ma grande bouche, » grognait Yann. Barbara avait fréquemment la répartie cinglante, surtout quand elle était fatiguée ou inquiète. « Excusez-moi, » s'empressa-t-elle de dire. « C'est d'accord, je vous pardonne. Mais pour cette fois. » Elle alla se percher sur un des tabourets qui meublaient le laboratoire. « Il y a quelque chose qui m'inquiète, dit-elle. Je ne sais pas par quel bout prendre ce problème. » Cela ne lui ressemblait guère de confesser son impuissance, et Yann fut tout de suite plus attentif. « Qu'y a-t-il ? Puis-je vous aider ?»« Oh, c'est au sujet d'une de mes élèves, Suzanne Forman. »« Suzanne Forman !» s'exclama Yann. « C'est un problème pour vous aussi, n'est-ce pas ? » ?»« Oh, certainement. Et vous ne savez pas comment la prendre. » Barbara secoua la tête. « Moi non plus, » dit Yann à l'air pensif. « Quel âge a-t-elle, Barbara ? » 15 ans environ. 15 ans, répéta-t-il en passant une main dans ses cheveux déjà en désordre. Savez-vous ce qu'elle fait ? Durant mes cours, je veux dire. Non, quoi donc ? Elle nous fait profiter de ses connaissances, mais un petit peu à la fois, explosa-t-il. J'ai l'impression qu'elle ne souhaite pas m'embarrasser. Cette fille en sait plus sur la science que je n'en saurai jamais. Est-ce qu'elle se comporte de la même façon durant vos cours d'histoire ? C'est un peu ça, oui. Nous avons donc le même problème, alors. Soit nous continuons notre boulot, soit elle fait le cours à notre place. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Quoi alors ? Barbara Wright se pencha en avant sur son tabouret. Je suis désolé de vous ennuyer avec ça, Yann, mais il fallait que j'en parle à quelqu'un. Je ne veux pas aller voir le directeur pour ne pas attirer des ennuis sur cette fille. Je suppose que vous allez me dire que je ne fais qu'imaginer tout cela. Pas du tout. Yann éteignit un bec benzène et se mit à nettoyer des éprouvettes et des cornues dans l'évier avant de les ranger soigneusement. Continuez, dit-il. Eh bien, je vous ai dit à quel point elle était bonne en histoire. Je lui ai parlé à ce sujet. Je lui ai conseillé de se spécialiser. Dans 1 an ou 2, elle sera une excellente candidate pour Oxford ou Cambridge. Comment l'a-t-elle pris ? Avec une certaine méfiance, mais elle a paru fort intéressée. Barbara fit une pause. Je lui ai dit qu'elle aurait à étudier avec assiduité et je lui ai proposé de lui donner des cours particuliers chez elle. Cette idée a semblé la plonger dans la panique. Elle a prétendu que ce serait absolument impossible parce que son grand-père n'aime pas les étrangers. Une excuse bien faible, n'est-ce pas ? Dit Yann d'un air pensif. Qui est donc son grand-père ? Ce n'est pas une sorte de docteur ? Barbara hocha la tête. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas insisté, mais mon initiative l'a apparemment bouleversée. Depuis ce jour-là, son travail est, comment dire, irrégulier, tantôt brillant, tantôt lamentable. Oui, je vois ce que vous voulez dire, dit Yann. C'est à peu près la même chose chez moi. Bref, tout ça finit par m'inquiéter et par m'énerver, si bien que j'ai décidé d'avoir une conversation avec son grand-père à son sujet, afin de lui dire qu'il ferait mieux de s'intéresser davantage à son travail scolaire. Yann eut un léger sourire. Cela ressemblait bien à Barbara de se monter ainsi jusqu'à aller trouver un parfait inconnu afin de lui faire un sermon sur ses responsabilités d'un parent d'élève. Vraiment ? Et à quoi ressemble-t-il, ce grand-père ? Attendez, dit Barbara à l'air inquiète. J'ai obtenu son adresse du secrétariat. 76 Totter's Lane, et je m'y suis rendu un soir. Entre-temps, Yann s'était penché sur sa table de travail et préparait des échantillons d'une solution chimique pour un examen au microscope. « Oh, Yann, faites attention à ce que je dis !» explosa Barbara. « Mais je vous écoute !» dit Yann d'une voix calme. « Vous vous êtes rendu là-bas un soir. Et ensuite ?»« Il n'y a rien à cet endroit. C'est juste une cour pleine de ferraille. Vous avez dû vous tromper d'adresse. C'est celle que la secrétaire m'a donnée. C'est elle qui a dû se tromper, alors. Non, j'ai vérifié le lendemain, Yann. Il y a un grand mur d'un côté, quelques maisons et 2 ou 3 magasins de l'autre, et rien au milieu. Et ce rien au milieu, c'est la cour, au 76 Totter's Lane. Yann acheva sa préparation et la posa par le côté. Voilà qui est fort mystérieux, non ?
Mais il doit y avoir une réponse toute simple. Il ne nous reste qu'à la trouver par nous-mêmes, n'est-ce pas? Merci pour ce « nous », dit Barbara avec reconnaissance. Elle regarda sa montre. La pauvre fille doit m'attendre dans la classe. Je lui prête un livre sur la Révolution française. Qu'est-ce qu'elle va en faire? Le réécrire? Dit Yann après avoir examiné l'épais volume. Bon, que décidons-nous? Cela m'étonnerait que nous aboutissions à quoi que ce soit si nous commençons à l'interroger. Barbara secouait énergiquement la tête. Non, j'ai pensé que nous ferions mieux d'aller jusqu'à Totter's Lane en voiture afin d'arriver avant elle et de voir où elle ira quand elle sera là. Vous avez pensé à tout, n'est-ce pas? Dit Yann avec admiration. D'accord. Barbara le regarda d'un air hésitant. Enfin, si vous n'avez rien d'autre à faire. Oh non, 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 dit-il d'un ton rassurant. Allons donc voir de plus près cette jeune fille si mystérieuse. Ils sortirent du laboratoire pour se diriger vers la salle de classe, dans laquelle Suzanne Forman se trouvait toujours en train d'écouter du rock à son transistor. « Suzanne » dit Barbara en haussant la voix pour couvrir le bruit de la musique. « Oh, excusez-moi, Miss Wright » dit Suzanne en levant la tête. « Je ne vous ai pas entendu entrer. » Je n'en suis pas surprise. Le visage de Suzanne était brillant d'excitation. « Est-ce qu'ils ne sont pas géniaux ?» Elle ressemblait parfaitement à une adolescente ordinaire, pensa Barbara. Mais ce n'en était pas une. Pas une. Qui donc? John Smith et les Common Men. Ils sont passés à la 19e place du hit parade à la 2e, et en moins d'une semaine. John Smith est le nom de scène de l'honorable Aubrey Rates, dit Yann d'une voix solennelle. Ce n'est plus à la mode de faire partie de la haute société de nos jours. Quand il a débuté, c'était Chris Waite et les Carolers, n'est-ce pas? Ian Chesterton n'était pas exactement un fan de pop music, mais il s'était rendu compte que cela l'aidait à garder le contact avec ses élèves. Il savait ainsi de quoi il parlait, du moins la plupart du temps. Suzanne le regarda avec admiration. « Vous êtes un homme surprenant, Mr. Chesterton. Je n'aurais pas cru que vous sachiez des choses pareilles. »« J'ai un esprit curieux, » dit Yann. « Et une oreille sensible, » ajouta-t-il d'une voix sèche. « Excusez-moi, » dit Suzanne en éteignant sa radio. « Merci. » Suzanne regarda l'épais volume sous le bras de Barbara Wright. « Est-ce le livre que vous m'aviez promis ?»« Oui, le voilà, » dit Barbara en le lui tendant. « Merci beaucoup, » dit poliment Suzanne. « Je suis sûre que ce sera fort intéressant. Je vous le ramènerai demain. »« Oh, vous pouvez le garder jusqu'à ce que vous l'ayez fini. »« Je l'aurai fini demain, » dit Suzanne d'une voix égale. « Merci, Miss Wright, et bonsoir. »« Bonsoir, Monsieur Chesterton. » Yann la regarda pensivement. Suzanne Forman avait quelque chose de bizarre en dépit de son apparence tout à fait normale. Sa façon de parler était presque trop pure, trop précise, et elle vous observait tout le temps avec méfiance, comme si vous faisiez partie d'une espèce inconnue, intéressante à étudier, mais potentiellement dangereuse. Elle possédait une qualité distante, presque hors de ce monde. « Où habitez-vous, Suzanne? Je raccompagne Miss Wright jusqu'à chez elle, et il y a de la place pour une autre passagère dans ma voiture. Nous vous avons obligé à rester fort tard, il serait juste que nous nous ramenions chez vous. La nuit ne va pas tarder à tomber. » « Non merci, Monsieur Chesterton. J'aime bien marcher dans l'obscurité. C'est mystérieux à souhait. » Suzanne rangea le poste de radio et le livre dans son cartable et se dirigea vers la porte. « Soyez prudente, Suzanne, » dit Barbara. « On dirait qu'il va encore y avoir du brouillard cette nuit. À demain. »« Bonsoir, à demain. » Les deux professeurs attendirent que le bruit de ses pas se soit estompé. Puis Yann prit le bras de Barbara. « Vite, au parking. Nous allons résoudre le mystère de Suzanne Forman. » Fin du premier chapitre. C'était bien. Abonne-toi. Don't forget to subscribe to the official Toddy Story YouTube channel.